Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La polémique a commencé il y a plus de 3 ans, et puis là, ça continue plus fort. Et évidemment, au sein de la polémique, évidemment, à l'insu de son plein gré, le professeur Didier Raoult. Je rappelle qu'il est à la retraite aujourd'hui, et qui continue à travailler, bien sûr, un des plus connus microbiologistes les plus connus dans le monde, spécialiste des maladies infectieuses, professeur des universités, et on lui dit, attention, des sociétés savantes, 16 organisations de recherche médicale, dit oui, le plus grand essai thérapeutique sauvage jamais réalisé, 30 000 patients, et ce n'est pas dans les normes, et ce n'est pas dans les règles, et ce n'est pas vraiment comme ça qu'il aurait fallu procéder. Alors, professeur Didier Raoult, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu cette espèce de renouveau polémique. D'ailleurs, il y a un sénateur, Bernard Jaumier, qui veut porter plainte devant le procureur de la République de Marseille. Enfin voilà, ça recommence, ça reprend, et en fait, ça reprend. Pourquoi? Quels sont les faits et quels sont les fantasmes, selon vous? Selon moi, si vous voulez, le travail essentiel que j'ai fait là, c'est un peu, si vous voulez, la clôture de mon travail à la direction de l'IHU et de mon travail dans le Covid. Donc pendant 2 ans, on a été des centaines à faire ça. On a reçu plus de patients que n'importe quel institut au monde. On a reçu 200 000 personnes ici pour les tester. On va tester plus de 30 000. On a fait plus de 1,3 million de tests sur 2 ans. Hein. Moi, j'arrête ça à la clôture de mon exercice que j'estime être 2021. Oui. 1 200 000 tests, vous dites? Oui. Disons que quand on a commencé, personne n'en faisait dans ce pays, comme personne ne faisait de génome, comme personne ne les analysait, les gens ne savaient pas qu'il y avait des variants. Donc tout ça, ce sont des histoires qui sont intéressantes à raconter. Mais ça, le bilan de combien de gens sont rentrés, combien de gens ont été traités, combien sont morts, c'est un élément essentiel. Et comme on a l'habitude de voir que toutes les armes ont pu être employées contre nous, y compris de dire que nous mentions, y compris de dire qu'on cachait les morts, etc., on a fait une étude sur laquelle il n'y a aucun problème de collection de données, puisqu'on a fait vérifier ça par des huissiers, parce que tous les morts sont ceux qui sont sortis des données de l'INSEE, parce que tous les traitements sont venus de la pharmacie centrale des hôpitaux, et que tous les patients hospitalisés sont des patients hospitalisés qui sont enregistrés sur le site de l'assistance publique. Donc c'est un énorme travail, il y a plusieurs millions de données, et ces données sont disponibles pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces données si on regarde? Eh bien, la mortalité parmi les gens hospitalisés, pour ne parler que de cela. D'abord, il y a une vraie question, c'est que avant 50 ans, on ne mourait pas de Covid à part des conditions exceptionnelles, et que le vaccin n'avait d'intérêt que pour ceux qui avaient plus de 65 ans. C'est vrai. Ça a été confirmé par l'Organisation mondiale de la santé elle-même. Pas de mort du Covid avant 50 ans. Donc vous êtes d'accord avec moi que j'avais raison. C'est très bien. La deuxième chose, c'est que sur l'hydroxychloroquine, les gens ont essayé de faire croire, et il y aura bien un jour une réflexion à faire sur cette société, dans cette société, sur ceux qui disent des bêtises et qui accusent les autres d'en dire. Le problème de fond a commencé avec l'hydroxychloroquine, avec un faux grossier publié dans le Lancet, rapportant 80 000 personnes inconnues, dont 10% étaient mortes pour avoir pris de l'hydroxychloroquine. C'est dommage que M. Braun n'ait pas été ministre à ce moment-là à la place de M. Véran. Parce que M. Braun, il a fait sa thèse sur la toxicité de l'hydroxychloroquine, et il avait écrit peu de temps avant, M. Raoult est un de ceux qui connaît le mieux l'hydroxychloroquine, et aux doses qu'il emploie, il n'y a pas de toxicité. C'est le ministre actuel, et je le félicite. Je pense qu'il ne se serait pas laissé embarquer un week-end sans avoir plus d'appui que ça, comme M. Véran, qui a commencé à supprimer tous les essais en disant que l'hydroxychloroquine, et qui n'a jamais voulu revenir sur cette position qu'il avait prise dans l'urgence. C'était tout à fait suite à l'article du Lancet. Exactement. Donc il a communiqué ça pendant le week-end. Je sais, et pour vous dire la vérité, un des conseillers du président de la République m'avait dit « Didier, qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit « Écoute, je suis épuisé, le week-end je me repose, je te dirai lundi. » Et lundi, je l'ai appelé en disant « Mais c'est une fumisterie. » Avant qu'il soit rétracté. Hein. Il y en a assez, si vous voulez, que, le Lancet et le New England publient des papiers qui sont faux sur le Vioxx, sur l'Oxycontin, sur lequel il y a des milliers de morts, et sur lequel ça n'est jamais taxé. Donc il faut arrêter,
de dire que c'est la Bible, parce que c'est pas vrai. Il y a eu le Vioxx 60 000 morts, l'Oxycontin probablement 500 000, d'accord. Ouais, Et personne, des gens qui ont fait des propagations de la propagande avec des fausses nouvelles, sans avoir regardé les données, sans avoir eu accès aux données. C'est la même chose pour le Tamiflu et la grippe. Personne n'avait les données, personne n'avait accès aux données, ce qui n'a pas empêché que ça devienne un médicament prioritaire à l'OMS. Alors, il faut arrêter de raconter les bêtises. Moi, je voudrais bien. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, pour la première fois, je vais vous expliquer pourquoi ça irrite les gens. Pour la première fois, nous avons mis online toute notre banque de données de 30 000 personnes qui est vérifiée par un huissier pour que tout le monde se fasse son idée. Et que ceci, c'est dans une banque américaine et dans une banque chinoise, il faut les dédoubler pour être sûr qu'il ne va pas arriver encore une manipulation quelconque, parce qu'on a tout vu ces dernières années, et que les gens puissent s'en servir. Et qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'elle dit, cette banque? Si on regarde chez les patients hospitalisés, toutes les séries, les grandes séries de Covid, la mortalité va de 15% à 40%. D'accord? Nous, dans cette série, si vous séparez les gens qui n'ont pas eu d'hydroxychloroquine, ceux-là ont une mortalité de 15%, comme on voit dans les très bonnes séries publiées ailleurs, et ceux qui ont eu de l'hydroxychloroquine ont une mortalité de 7%. D'accord? C'est une grosse différence. Et donc, bien sûr, c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que si les positions qui ont été prises en France pour interdire l'hydroxychloroquine, alors que si vous regardez ce que vous avez dû faire depuis le temps sur earlyc19.com, sur les 693 études faites dans le monde sur l'hydroxychloroquine, les résultats sont des résultats qui sont comparables aux nôtres. Donc il ne faut pas sortir toujours les mêmes essais. Vous savez, dans Recovery, il y avait 28% de mortalité et 12% des malades qui n'avaient même pas eu de test PCR, et on nous oppose ça. Mais ça n'est pas sérieux. Donc il faut revenir là-dessus, c'est un élément extrêmement important. Et maintenant, il faudra bien demander, c'est bien ce qui fait peur, une fois qu'on aura dit, écoutez, c'est pas vrai que c'est triché, ça montre quelque chose qui est difficile à démonter, c'est moins de la moitié de morts si on utilise l'hydroxychloroquine. Chez des gens, il ne faut pas nous dire qu'ils étaient jeunes, la moyenne d'âge c'était 66 ans et la mortalité c'est l'âge de 80 ans. Donc, c'est pas... c'est maintenant, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus qu'à dire, mais vous n'aviez pas le droit de faire ça. Mais c'est du soin courant ce qu'on a fait. On a soigné les gens, et donc on a expliqué comment on soignait les gens. Et quant à l'usage de l'hydroxychloroquine, écoutez, encore 2 mois, on a demandé au professeur Salomon, qui est le directeur général de la santé, si on pouvait toujours utiliser l'hydroxychloroquine, et il a répondu oui. Donc il faut qu'ils se mettent d'accord entre la Direction générale de la santé et la NSM, vous voyez. Mais alors, justement, quand on vous écoute, on se dit pourquoi il y a cette espèce de levée de bouclier, parce que ça ne se fait pas comme ça, c'est pas un moment d'humeur. Et quand ils disent, oui, ce qui est reproché à Didier Raoult, parce que le parquet a précisé, hein, d'ailleurs, vous êtes passé, personne n'a été mis en examen dans ce dossier pour l'instant, etc., etc. Mais ce qu'ils disent, oui, la loi Jardé, vous savez, revient à ça, les recherches qui comportent une intervention sur les personnes non dénuées de risque pour celle-ci, eh bien, il faut obtenir l'autorisation de la NSM et d'un comité de protection des personnes. Est-ce que, pour ce que vous avez fait, vous aviez besoin de l'autorisation de la NSM et de la protection des personnes? Et d'ailleurs, encore une fois, c'est une ressucée de choses qu'on a déjà essayé de me faire. Vous vous rappelez qu'on m'a fait passer en conseil de discipline du Conseil de l'Ordre, dont le verdict a été rendu en décembre 2021, à la fin de cette étude, qui disait que je n'avais fait aucune faute en prescrivant l'hydroxychloroquine, que je n'avais jamais mis en danger la santé des gens que je traitais. D'ailleurs, vous le voyez bien, ils meurent deux fois moins de plus que les autres. Les chiffres parlent, en tout cas. Là. Et les autres qui ont mis en danger pourquoi vous avez cette réaction? C'est que tous ces gens que vous voyez ont tous crié qu'il ne fallait pas mettre d'hydroxychloroquine et que c'était dangereux et que ça ne servait à rien. Et que maintenant, moi j'espère bien qu'il va y avoir une class action dans ce pays, des gens qui ont eu des patients, des gens de leur famille qui sont morts et qu'on n'a pas traités, pour dire, écoutez, maintenant, allons au fond des choses, c'est pas l'ANSM qui est jugé parti dans cette situation, c'est pas les gens qui se sont exprimés à droite et à gauche qui sont jugés partis. Moi je veux qu'il y ait des gens loyaux, indépendants. Si il faut attendre la prochaine législature, il y aura une prochaine législature. Les justices est plutôt
indépendante dans cette affaire-là. Moi, ce que je ne souhaite pas que ce soit des gens qui soient aux ordres du ministre de la Santé qui donnent leur opinion, parce que leur opinion, je ne la crois pas, et je les ai vus. Donc, c'est même une de mes grandes déceptions. Je pensais que des gens qui avaient ce niveau-là pouvaient conserver une certaine hauteur de vue, y compris parce que leur destin ne dépend pas vraiment du ministre en place. Vous voyez, ils ont un peu de temps devant eux. Oui, puis leur carrière est faite, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Vous avez expliqué pourquoi vous êtes sorti du conseil scientifique en 24 heures, vous-même. Enfin, par exemple, oui. Exactement. L'autre chose que je voudrais dire, pour que ce soit bien clair, oui. Là aussi, je m'excuse, vous savez, je suis à la fois vieux, mais j'ai une bonne mémoire, et donc je me souviens de l'histoire. C'est une bonne chose, ça. Je me suis mêlé des vaccins pour la première fois, parce que le ministère de la Santé, qui était à l'époque tenu pour Kouchner, et ne croyez pas que je n'ai pas d'estime pour Kouchner, il y a des choses qu'il a faites que je trouve remarquables. Il a fait quelque chose de sa vie, ce qui est déjà beaucoup par rapport à beaucoup d'autres. Mais il avait une position qui était très frileuse, comme toute la gauche à l'époque, vis-à-vis des vaccins. Et donc, moi, on m'a demandé, en 93, quand le Balladur est devenu Premier ministre... Il y a 30 ans exactement, donc oui, c'est ça. Il y a 30 ans. D'écrire les dossiers pour pouvoir permettre le remboursement de la vaccination contre l'hépatite B et la vaccination contre la méningite à hémophilus. Donc, et moi, à l'époque, la gauche était très réticente. Souvenez-vous, Georgina Dufoy, très très réticente. On était en pleine époque dans laquelle on remettait tout ça en cause, y compris d'ailleurs dans la gauche californienne, ce qui a permis une explosion de rougeole. Deuxièmement, il y avait une deuxième erreur majeure du Lancet qui avait fait croire que la vaccination contre la rougeole donnait l'autisme et qui a mis, je ne sais pas, plusieurs années avant de rétracter ce papier, qui a alimenté une terreur en disant « Regardez, c'est encore la Bible qui a dit ça ». Et ces gens sont pénalisés pour avoir eu des conséquences de cette nature-là, qui est incroyable. D'accord ? Ensuite, quand Kouchner a arrêté la vaccination contre l'hépatite B en disant « Je sens... » On arrête pour l'instant parce qu'il y a un risque que ça donne la sclérose en plaques. Moi, je suis arrivé dans le ministère à la demande de Jean-François Mitterrand, juste après Kouchner, encore une fois. Et les gens que Kouchner avait recrutés étaient tous convaincus qu'on était tous manipulés par la Big Pharma. C'était ce qu'on enseignait à l'école de Rennes, dans la gauche. D'accord ? Et que, bien entendu, le directeur général de la santé, le directeur général de la santé adjoint étaient sûrs que l'hépatite B donnait la sclérose en plaques. Et quand j'ai fait mettre en place un jury international non français pour pas avoir de conflit d'intérêts, indépendant, le directeur de cabinet a dit vous pouvez pas émettre Didier Raoult parce que ici tout le monde considère que c'est le pantin de l'industrie pharmaceutique. Vous voyez comme ah oui, c'est intéressant. À l'époque, vous étiez considéré comme le pantin de l'industrie pharmaceutique. Exactement. C'est comme ça qu'il vous remercie d'ailleurs. Exactement. Et j'ai écrit ça. Attendez, il faut avoir une politique sur les vaccins qui soit raisonnable, dont l'État se mêle. Je l'ai écrit, il suffit de regarder mon rapport de cette époque-là. Maintenant, je me méfie beaucoup, si vous voulez, je me méfie beaucoup, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre sur les vaccins, donc il suffit de le lire pour comprendre que j'ai rien contre les vaccins. Je suis content, les positions que le président actuellement sont très proches de celle du livre que je lui ai envoyé. Donc je le félicite, je suis très content. Mais globalement, les plus grandes erreurs qu'on essaie sur les vaccins, c'est quand les politiques se sont mêlés d'avoir des positions qui n'étaient pas, plutôt que de laisser faire les choses qui devaient être faites par les scientifiques et les gens et les épidémiologistes. Là, ce qui s'est passé pour le Covid, ces obligations vont entraîner à nouveau, et ont commencé à entraîner à nouveau un recul de l'acceptation du vaccin en général, parce que cet épisode n'était pas un épisode qui a été bien mené, de la même manière que la position de Kouchner a fait reculer la couverture vaccinale pendant 20 ans contre l'hépatite B. Vous voyez, donc, ces prises de position, aussi bien de journaux qui veulent faire des scoops, comme était le cas du Lancet, que de politiques qui veulent décider trop vite de situations. C'est idéologique, c'est buzz et c'est politique. C'est ça. Exactement. Mais alors, et vous avez dit quand même, je ne sais plus si c'était à quelle chaîne, mais enfin, vous avez dit que le seul acte illégal aujourd'hui, si vous regardez, c'est cette vaccination. Je parle de illégal au sens du droit. Mais vous savez, si vous regardez, tout le monde peut regarder ça. Je fais la bibliographie pour les autres, y compris pour mes collègues s'ils veulent. Il faut regarder ce qu'est la déclaration d'Helsinki, qui est une déclaration sur comment on doit faire de l'expérimentation humaine, qu'est-ce qui doit être fait dans l'expérimentation humaine. Encore une fois, ce que nous avons fait, c'est soigner les malades. On n'a pas fait d'expérimentation.
Honnêtement, il y a, je ne sais pas combien, 6000 personnes qui n'ont pas eu d'hydroxychloroquine. Comme ça, on peut les comparer aux autres. Il y en a qui ont eu que de l'azithromycine, il y en a qui ont eu de l'ivermectine. Je vous rappelle qu'aussi, pour l'ivermectine, quand même, on a quand même eu le Lancet qui avait écrit il y a quelques années que ça donnait des démences, et la FDA qui a expliqué qu'on donnait ça qu'aux animaux. Et on n'a pas dit ça pour le remdesivir, par exemple. Donc, si vous voulez, c'est quand même extravagant. On sait qui a menti dans cette affaire-là, c'est pas moi. Professeur Didier Raoult, juste une chose, ça vient de tomber, je vous le dis comme ça, c'est actuellement, pendant qu'on parle, il y a une perquisition en cours à l'IHU Méditerranée Infection, quelques jours après les révélations concernant un possible essai clinique sauvage. Alors, simple coïncidence au hasard du calendrier, je vous lis la dépêche telle qu'on l'a reçue, alors qu'une tribune de 16 sociétés savantes dénonçait ce week-end un possible essai clinique géant sauvage, sur 30 000 patients, etc. Une perquisition est en cours ce mercredi matin sur place. Dites-moi, ils ne traînent pas, hein? Non, ça n'a rien à voir, à ma connaissance. Ah bon, d'accord. Rien à voir. D'accord. Cela étant, donc je finis. Oui. Il suffit de lire la déclaration d'Helsinki qui dit une chose. Et je suis content d'ailleurs que les gens fassent une perquisition. Encore une fois, moi, je ne suis pas inquiet par la justice. Ce que j'ai vu des inspecteurs, ça m'a fait une peine terrible. Mais la justice et les policiers, grande confiance dans les policiers, dans tous les rapports que j'ai eus. Ouais. J'ai rencontré Jean Honnête. La déclaration d'Helsinki, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous ne pouvez pas faire une expérimentation, et c'était le cas de la vaccination, puisqu'elle n'avait pas été évaluée. Oui. Il faut demander le consentement de la personne, de chaque personne. C'est ce qui s'est passé. On a demandé si vous avez été vacciné. Les gens qui ont été vaccinés, on leur a demandé pas de signer, mais on leur a demandé le consentement. On était obligé de demander le consentement. Vous êtes d'accord? Vous comprenez que vous rentrez dans quelque chose qui évite d'ailleurs ensuite de dire que les gens peuvent poursuivre puisqu'ils ont consenti. Mais le consentement, écoutez bien, ça c'est très important. C'est pour ça que c'est illégal. Le consentement doit être obtenu sans être associé d'une menace si vous ne signez pas le consentement. C'est la base même du consentement libre. Oui. Et ça n'a pas été le cas, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça n'a pas été le cas, puisque les gens n'avaient pas le choix. Et en particulier, les personnels de soins n'avaient pas le choix. Les gens donc ça veut dire que c'était une vaccination obligatoire. C'était plus, on faisait une vaccination obligatoire avec quelque chose qui était en cours d'évaluation. Et le pass sanitaire était ce cache-sexe de la vaccination obligatoire, il faut le dire. Exactement. Ça, je crois que... Exactement. Donc ça veut dire que ce type de pratique est une pratique qui est immorale au sens de la déclaration d'Helsinki. Ça, c'est illégal. Vous voyez ? Donc il ne faut pas retourner les situations, mais là, vous voyez bien que ce qui détourne l'attention, c'est de dire, plutôt que de parler du fond en disant, mais écoutez, il dit qu'il y a 2,5 fois moins de morts avec l'hydroxychloroquine. Faisons une enquête sérieuse. Oui, et voyons si c'est vrai ou pas, absolument. Vérifions, c'est ça, la science. Vérifions. Et dites-moi... C'est pas la peine de vacciner les gens de moins de 50 ans. Regardons les risques d'un côté, et le risque, c'est, vous le savez, c'est 1 sur 10 000 sur les gens de moins de 50 ans, chez les gens infectés. Ils ne sont pas tous infectés. Oui, donc, c'est ça, en plus. Ça veut dire que c'est 1 sur 20 ou 30 000. Donc il faut assurer que le vaccin a un bénéfice de plus de 1 sur 20 ou 30 000 pour le faire à quelqu'un de moins. Didier Raoult, la suite des événements, vous allez suivre ça. Bon, le côté judiciaire, ça vous embête, ça vous effraie, ça ne vous inquiète pas, c'est pas le problème? Vous posez des questions dont vous connaissez déjà la réponse, mais soyez pas du tout. Quant à ça m'embête, non, je souhaite, moi, le temps passera. Si vous regardez, moi je connais très bien l'histoire du sang contaminé parce que mes premières responsabilités hospitalières, c'était de gérer la première salle d'hospitalisation de gens qui avaient un sida à Marseille. Donc on se remet là en 1984. Absolument. Le temps passe, vous voyez. Et aujourd'hui, cette époque-là, je l'ai vu de A à Z. Je connais les dessous, j'ai bien vu tout le temps qu'il avait fallu. J'espère simplement que la justice mettra moins longtemps, cette fois-là, pour faire les choses, et que cette fois-là, il y aura des vraies sanctions pour les décideurs. Ceux qui ont décidé alors qu'il y avait des doutes ou des questions, il faudra bien qu'on arrête l'irresponsabilité. Et c'est ce qui fait peur actuellement, ce qui suscite des réactions de cette nature, c'est que maintenant, on met sur la table, d'une manière indépendante de ce pays, dans des databases qui sont internationales, ce que nous avons eu comme résultat avec la avec ce que vous avez.
par des huissiers. Eh bien, écoutez, on va suivre tout ça. Merci Didier Raoult. On va suivre tout ça. Et effectivement, que justice se fasse et que science s'accomplisse. Ça, c'est le plus important. Merci. Merci. Après